de projecteurs sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Sana Afouaz, formidable figure de l'émancipation des femmes du nord de l'Afrique et du monde arabe. Cette jeune femme marocaine a réussi à s'imposer dans le secteur du développement en montant sa propre organisation à Bruxelles, la Womanpreneur Initiative. Objectif, éveiller les femmes à l'émancipation sociale en les propulsant dans l'autonomie entrepreneuriale. La liberté, ça vient de nos cerveaux, c'est à l'intérieur. Donc nous, avec ce qu'on fait, on met en place des ressources, des espaces, des solutions pour les femmes. On les aide à devenir indépendantes. L'eau peut être un jeu utile. À Maputo, au Mozambique, les enfants ont bien compris la dynamique de la pompe à eau. Maintenant, nous avons de l'eau propre et saine à boire et nous pouvons nous laver les mains. Renouer avec des pratiques artisanales ancestrales, trouver du travail à des femmes isolées et leur permettre de redécouvrir un lien social, c'est ce qu'a réussi cette coopérative en Tunisie. C'est une bonne formule parce qu'elle joint, à part l'aide financière, il y a toute une organisation, tout un suivi pour développer ces projets. Améliorer l'accès à l'eau grâce à une pompe à eau conçue comme un jeu pour les enfants, il fallait y penser. L'idée venue d'Afrique du Sud à la fin des années 90. Elle fait un tabac dans les communautés qui ne disposent pas d'un grand accès à une eau propre et potable. Un manège à eau particulièrement apprécié dans les écoles de Maputo au Mozambique. Il faut dire que le jeu de la pompe peut fournir jusqu'à 1400 litres d'eau par heure. Regardez. On les a appelés les play pump. Play parce que les enfants jouent et pump parce que le mouvement du tourniquet actionne directement la pompe à eau. Dans cette école de la périphérie de Maputo, où a été installé cet équipement unique, les enfants ne tournent pas en rond pour rien, mais bien pour satisfaire leurs besoins quotidiens en eau. Et à première vue, tout le monde est content, écolier comme professeur. Maintenant, nous avons de l'eau propre et saine à boire et nous pouvons nous laver les mains. Cette pompe joue un rôle très important. Avec ce système, les enfants sont plus motivés et se concentrent beaucoup mieux en classe. Certains, pourtant, semblent réclamer quelques ajustements techniques. C'est très bien, mais pour le moment, il y a trop d'eau. Ils doivent calibrer le débit. Le mouvement du manège est capable de fournir jusqu'à 1400 litres d'eau par heure. La capacité du réservoir, située à 7 mètres de hauteur, est de 2500 litres. Une réserve largement suffisante pour assurer désormais la consommation d'eau et les besoins sanitaires de cette école. Un procédé ludique qui a mis fin aux pénuries chroniques en eau potable de l'établissement. Ça fait une grande différence pour nos enfants, comme vous pouvez le voir. Avant, il n'y avait pas d'eau dans cette école, ce qui est le cas pour 70% des écoles du pays. Sur 3000 écoles primaires, seul un tiers d'entre elles ont accès à l'eau potable. L'idée nous vient de Johannesburg. En 1997, 4 travailleurs sociaux mettaient au point ce procédé et fondaient leur entreprise Roundabout Play Pump sur la base d'une structure à but non lucratif. Le Mozambique, le Swaziland et la Zambie expérimentent depuis plusieurs mois l'initiative avec des écoles pilotes. Pour les responsables du programme, l'eau n'est pas le seul enjeu. Nous avons accepté de tester le projet pilote de Roundabout. Nous faisons des essais dans 30 écoles au Mozambique, dans la ville de Maputo et Gaza. En apportant cette technologie aux écoles, nous n'allons pas seulement améliorer l'accès à l'eau, mais nous améliorons aussi l'environnement scolaire des enfants. Dans cette zone urbaine où plus de la moitié des enfants ont la chance d'avoir aussi l'eau potable à la maison, il est relativement facile de respecter le principe du jeu utile. Mais qu'en serait-il dans un contexte plus tendu ? Si les enfants l'apprécient ou le voient plutôt comme un fardeau, s'ils n'ont pas envie de jouer, que faire? Dans les autres écoles, comme il n'y a pas d'eau dans les communautés voisines, les gens viennent la chercher ici. Mais ils ne jouent pas. Ils ne pensent pas à jouer. C'est peut-être le seul côté négatif.
Environ 700 de ces pompes ont déjà été installées en Afrique du Sud. Grâce à ce succès et au soutien financier de plusieurs bailleurs de fonds, l'initiative va être prochainement testée dans une dizaine de pays supplémentaires, dont l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mali, la Tanzanie et l'Ouganda. Et là, ces pompes devront faire la preuve qu'elles apportent une solution aux problèmes d'eau dans les écoles des zones rurales. Je vous le disais en titre, notre invitée du jour est persuadée que les femmes sont les maîtresses de leur avenir et elle accompagne leur éveil à l'entrepreneuriat en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Sa stratégie est de faire bouger les lignes en douceur en s'adaptant aux réalités locales, car former des milliers de femmes à l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi les amener à faire progressivement évoluer leur place dans la société. Elle a raconté cette mission délicate à Laurent Soustras et Thierry Schiller. Sana Fouaiz, bonjour. Vous êtes à l'origine de Womanpreneur Initiative, créée en 2016. Quelle est cette initiative? Womanpreneur, c'est une organisation. On travaille sur la participation économique des femmes au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. On fait aussi des activités en Belgique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment on utilise l'entrepreneuriat de futur comme un moyen pour aider les femmes à devenir indépendantes dans cette région. Donc, ce qu'on fait, c'est que vraiment favoriser la place de la femme dans l'innovation, la technologie, digital economy et en général dans la société. 10 000 femmes aidées depuis 2016, 30 projets en dépit d'obstacles persistants. Comment parvenez-vous à surmonter certains freins sociaux? En fait, moi j'ai grandi au Maroc, donc j'ai vécu dans une société où on voit en général des rôles qui sont définis pour les femmes et des rôles qui sont définis pour les hommes. J'avais de la chance de travailler avec des organisations internationales où j'ai travaillé sur plusieurs projets, j'ai voyagé à 50 pays et j'ai décidé à un moment de passer plus de temps au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour vraiment comprendre la place de la femme dans cette région. Et du coup, c'est là où j'ai compris que chaque pays a sa propre en fait, définition de la rôle de femme, même s'il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Il y a en fait une diverse réalité des femmes, les expériences sont différentes. Mais c'est vrai que la misogynie fait partie de toutes les sociétés, pas seulement de cette région, mais partout dans le monde. Et je pense que le fait que je viens de cette région, je comprends très bien la culture, les traditions, et je comprends très bien qu'on a deux choix. Soit de l'accepter, et ça devient une norme, soit de se vraiment révolter, et de faire quelque chose. Et donc, moi, j'ai décidé de faire quelque chose. Et c'est vrai que j'utilise l'entrepreneuriat comme un outil. Et j'insiste de dire que c'est un outil. Ce n'est pas une fin. Mais le fait qu'une femme est indépendante économiquement parlant, c'est le moment où il peut examiner son entourage, questionner vraiment la façon dans laquelle elle se voit elle-même et comment la société la voit. Et à ce moment-là, c'est elle qui a le pouvoir de changer les choses dans son entourage et de changer la façon dans laquelle elle se voit. Moi, je dis tout le temps, la liberté, ça vient de nos cerveaux, c'est à l'intérieur. Donc nous, avec ce qu'on fait, on met en place des ressources, des espaces, des solutions pour les femmes, on les aide à devenir indépendantes. Et après, indirectement, on parle de tout ce qui est mentalité, tout ce qui est, voilà, les rôles sociaux, la place de la femme dans cette région. Et en fin de compte, c'est les femmes qui ont le pouvoir de changer cette mentalité. Voilà. C'est pourquoi la sensibilisation est devenue un pan essentiel de votre action. Pour nous, la sensibilisation, c'est un outil très important. Parce qu'on peut créer voilà, des events, des formations, aider les femmes à vraiment comprendre comment devenir entrepreneuse. Mais ça sera des solutions à court terme. C'est ce que je pense. C'est des solutions pour vraiment survivre à un moment donné. Mais ça veut dire qu'on travaille seulement sur tout ce qui est superficiel. On ne travaille pas sur vraiment le root, vraiment l'origine du problème. C'est pour cela que je pense que moi, tout ce qui est question de mentalité, on doit le traiter de son origine. C'est comme ça qu'on peut vraiment avancer et vraiment changer les choses dans la société ici, là-bas dans la région. Donc la mentalité, c'est quelque chose de très important et on utilise la sensibilisation. Et parfois, notre sensibilisation qu'on utilise, ce n'est pas une sensibilisation violente ou agressive. Ce qu'on fait, c'est qu'on montre. Showing, leading by showing and doing. Ça veut dire que, par exemple, on a fait un projet
où en fait il y avait une opportunité qu'il y a des femmes, pour la première fois, ils vont voyager du Moyen-Orient, ils vont voyager à l'étranger. Tout ce que j'ai demandé, c'est qu'ils prennent des photos et qu'ils les partagent dans leur réseau. Ils ont fait ça. Et juste l'acte de partager une photo d'une femme qui n'a jamais voyagé à l'extérieur, elle était toujours dans son propre pays, peut-être dans sa communauté, et voyage et met cette photo-là, a inspiré plusieurs femmes dans sa propre situation. Donc, au lieu de vraiment être agressive et violente, on a essayé de montrer ou de mettre en place des outils de sensibilisation indirecte, mais plus forte. Et c'est comme ça que ça va inspirer d'autres femmes à dire « Ok, donc c'est comme moi, elle est comme moi, mais moi aussi je peux faire la même chose. Je peux voyager, je peux explorer, sans qu'il y a vraiment tout un problème autour de ça. Une femme qui voyage, c'est pas une femme qui... Voilà. Et du coup, c'est ce genre des outils qu'on met en place. Et vraiment, c'est un processus d'apprendre, parce qu'on a passé par plusieurs étapes. De plus que je travaille dans la région, de plus que j'apprends. Et j'apprends les meilleures solutions ou les meilleures façons de travailler avec ces femmes-là dans cette région. C'est très sensible, c'est très complexe. Et je pense, c'est pour cela que je dis tout le temps, les outils qu'on utilise ici en Europe, on ne va pas les utiliser là-bas. Ça ne va pas marcher. Voilà. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Nous sommes à vos côtés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Direction la Tunisie pour ce reportage qui plonge justement dans le quotidien de femmes longtemps sans formation et recluses chez elles. Grâce à des fonds de la Banque africaine de développement, elles ont réussi à s'investir dans une coopérative de tissage de tapis. À la clé, 20 emplois directs et beaucoup d'espoir, comme l'a constaté notre journaliste Frédéric Durand-Drouin. Kef, une région de la Tunisie à la frontière algérienne, frappée par le chômage et l'isolement des jeunes. Parmi eux, ces femmes sans formation, condamnées à rester à la maison. Il y a 2 ans, un espoir est né à travers cette coopérative de tissage de tapis, Andisana, ou J'ai un métier. Sa fondatrice, Rachida Guerriani, 56 ans, l'a financée grâce à une subvention du programme Soukatanamia. C'est la première édition de cette initiative conjointe de la Banque africaine de développement et de 19 partenaires des secteurs publics et privés, tous unis dans le même objectif, la création d'entreprises et d'emplois en Tunisie. C'est mon pays, c'est ma région. Ce sont les femmes marginalisées que j'ai pu les prendre de leur isolement. Ils sont ensemble, elles se rencontrent, elles sortent de leur maison. C'est important. Je ne peux pas m'installer par moi-même car je ne dispose pas d'aide financière. Je préférerais que la coopérative continue d'être soutenue par le projet pour continuer à travailler ici. La coopérative a déjà créé une vingtaine d'emplois directs et tout en assurant à ses membres un revenu stable, elle leur donne également la possibilité de voler de leurs propres ailes. On va leur donner le diplôme de formation en tissage et tout. Ils vont faire un test et ça c'est important, qui leur permet d'avoir des prêts, qui leur permet d'accéder à créer leur propre atelier. L'idée en fait, a commencé à se développer suite à la visite historique du président Kaberou Kaokef en mai 2011, où il a assisté à une manifestation de jeunes qui réclamaient la chance de pouvoir accéder à un emploi. Et donc, on voulait arriver avec une action concrète. Le caractère unique de Soukatanamia, c'est que c'est un partenariat qui se base sur les forces et le réseau de différents partenaires, et qu'il apporte aussi un support intégré qui comprend un aspect financier sous forme de dons et un support non financier sous forme de formation, de coaching et de mentorat.
Non loin de là, à Kasserine, voici Taoufik Saoudi. Ce diplômé en finance de 36 ans, de retour au pays après une formation au Japon, s'est présenté à Sukhatamya avec une idée originale, développer la production artisanale avec une fibre végétale tirée de l'alpha, une plante locale utilisée jusque-là quasi exclusivement pour la production de papier. Je n'ai pas beaucoup de moyens financiers. Je commençais avec un projet moyen, bien modeste, disons. Mais ce que j'ai insisté, on a aussi l'aide du BAD avec cette formule de Sukhatamya. C'est une bonne formule parce qu'elle joint, à part l'aide financière, il y a toute une organisation, tout un suivi pour développer ces projets. Et aussi, il y a une valorisation de l'entrepreneur de toute une région délaissée et ça m'a aidé de lancer ce projet. Avec 3 ateliers, déjà 45 employés et 4 commerciaux basés à Tunis, Taoufik a bien rempli son double objectif de développement d'un produit et d'un territoire régional. Aujourd'hui, il peine même à fournir une demande croissante. Et pour les femmes de la région, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Avant, nous arrachions l'alpha et le vendions à l'usine de papier, et cela s'arrêtait là. Mais maintenant, nous l'arrachons, le transformons en objet et le vendons. Nos revenus ont augmenté et nous avons moins de peine à l'arrachage. Pendant ce temps, à Tunis, l'avenir est déjà en marche dans cet incubateur dédié aux nouvelles technologies. C'est là que 4 jeunes étudiants viennent de lancer e-Devie, autre projet financé et soutenu par Sukhatamya. e-Devie.tn, c'est la première plateforme de demande de devis en ligne. Donc nous avons automatisé le processus de demande de devis. On a eu avant plusieurs idées de projets, mais on n'a pas passé à la phase de concrétisation, par défaut de soutien, par défaut financier. Donc, mais vraiment, le programme Sukhatamya nous a permis de concrétiser un projet. L'apport de capital des bailleurs, c'est vraiment l'apport de dons qui vont permettre aux jeunes entrepreneurs de se lancer, de créer leur entreprise. Nous avons contribué 400 000 livres qui correspondent plus ou moins à en gros 600 000 € sur une année. Ce programme de la BAD a bien pris en compte tous les facteurs importants qui doivent être pris en compte pour aider un entrepreneur. Notamment combler tout ce qui est problème de financement ou d'autofinancement chez un entrepreneur. Le programme est venu combler ce maillon qui manquait dans la chaîne, qui est très important, mais aussi apporter un soutien non financier qui est très important, qui est de l'accompagnement par des coachs ou des entrepreneurs souvent. Ce coach nous a aidés à dépasser plusieurs obstacles, que ce soit sur le volet technique ou bien sur le volet législatif, comme s'il était un 5e membre de notre équipe. Donc on a tout fait ensemble. Les premiers chiffres de cette édition pilote sont très prometteurs puisque 61 projets ont été financés et 1 million d'euros mobilisés, sans compter un effet de levier de 2 millions de dinars. 63% de ces projets qui proviennent de régions défavorisées, ce qui montre qu'il y a un potentiel énorme dans ces régions-là, une fois qu'on leur donne la chance de concrétiser leurs idées. 33% de femmes, 34% de chômeurs et 51% de jeunes. Gage de réussite, Sukhatamya s'achemine actuellement vers sa seconde édition. Le programme pourrait être adapté prochainement à d'autres pays d'Afrique. Et surtout, il est en train de devenir une nouvelle source d'inspiration pour tous les futurs entrepreneurs du continent. Nous retrouvons Sana Afouaz pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Elle nous explique comment sa nouvelle plateforme en ligne qui débute ce mois-ci va encore multiplier les opportunités de formation et de financement pour les femmes. Sana Afouaz, vous êtes arrivée à l'entrepreneuriat féminin par l'activisme social. Vous aviez 15 ans. Est-ce que votre parcours personnel a beaucoup joué dans la conception de Womanpreneur Initiative ? Effectivement, mes expériences personnelles font vraiment une grande partie de pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai commencé comme blogueuse
Donc ce que je faisais, c'est que je parle des problèmes des femmes, des histoires des femmes qui sont voilà, forcées par leurs parents de se marier, tout ce qui concerne la question de la virginité dans le monde arabe. J'ai fait des campagnes médiatiques contre les lois qui permettent aux violeurs de se marier avec leurs victimes. Et j'ai fait aussi des speeches, des interventions partout dans le monde où je parlais vraiment des problèmes sociaux pour de sensibiliser et de deux, de faire un peu de lobbying, comme on dit, pour changer ces lois-là, de changer la situation pour les femmes dans la région. Donc ça m'a permis vraiment de comprendre que pour vraiment toucher cette partie-là de tout ce qui concerne les problèmes sociaux, il faut que déjà les femmes soient indépendantes économiquement parlant. Et c'est là où j'ai pensé à créer quelque chose. Et je pense mon expérience aussi avec les organisations internationales. Donc moi, j'étais avant une consultante. Je travaille sur des projets de développement économique dans plusieurs pays dans la région. Donc j'avais un projet en Tunisie, la Jordanie et l'Égypte où j'ai travaillé sur donner des formations à des femmes à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, comment devenir entrepreneuse. Et c'était une belle expérience parce que c'est là où je me suis dit bon, je vais me lancer, je vais créer une organisation. Parce que les organisations internationales en général, elles ont des grands fonds et des projets très ambitieux. Mais en général, c'est des projets qu'on implémente dans plusieurs pays. Ça veut dire que vraiment, on ne touche pas les besoins locaux. Parce que le Maroc, ce n'est pas l'Égypte. C'est deux pays en Afrique du Nord, mais ils ont des besoins différents. Et j'ai décidé de rester plus de temps, de rencontrer des organisations locales. Et quand j'ai parlé avec ces organisations-là, en général, ils comprennent bien les besoins des femmes au niveau local, mais ils n'ont pas les ressources. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais me lancer, j'essaie déjà en France, et après je suis partie en Belgique, et j'ai dit, voilà, j'ai un réseau dans la commission des organisations internationales. Je pense que moi, je peux vraiment close the gap et de créer une organisation qui répond aux deux besoins. Et c'est là où je me suis lancée, et aujourd'hui, Womanpreneur a aidé plus que 10 000 femmes. Cette année, votre organisation travaille en Algérie, en Égypte, au Liban et à partir de novembre au Soudan et en Libye. Comment parvenez-vous à travailler dans des pays aussi différents, dont certains très fragilisés? On reçoit des fonds et ce qu'on fait, c'est qu'on propose certains projets, des projets innovants et des projets en général où on étudie vraiment les besoins des femmes de chaque pays. Donc il y a toujours une étude avant. Qui va nous permettre de vraiment toucher ces femmes-là et vraiment avoir un impact social, parce que c'est ça notre objectif. Donc on fait cette étude et après on prépare les projets. Des projets innovants, des projets qui touchent direct les besoins des femmes et aussi des projets qui comprennent le contexte local et le contexte de chaque pays. Et après, on propose ces projets-là, on reçoit les fonds. Une fois on les reçoit, on commence l'implémentation. Et nous, on a une équipe de 30 personnes dans la région. Ce qui vraiment nous permet d'accélérer en fait l'impact. Et c'est aussi notre force parce que vraiment on comprend les besoins des femmes au niveau local. Donc nous, on préfère de travailler avec les partenaires au niveau local qui ont déjà de l'expérience, l'expertise, qui comprennent les besoins des femmes. Et aussi, ça nous facilite pas mal des choses au niveau administratif. Et aussi de comprendre la sensibilisation de chaque pays. Donc, c'est nos conseillers. Ils nous disent, il ne faut pas faire ça, dire ça et ça. Et ça facilite notre travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Et vraiment, c'est très difficile. Il y a certaines choses où il faut vraiment faire attention, il ne faut pas toucher, afin que vraiment on réalise l'impact. Parce que c'est des femmes qui sont touchées dans tous les côtés, au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Donc, ils ont besoin de l'aide. Donc, voilà. Pour les femmes de la région, quelle stratégie adopter face à votre organisation? Comment peuvent-elles postuler? Qu'est-ce que Womanpreneur Initiative peut leur apporter? Donc, Womanpreneur apporte 3 choses. Premièrement, ce qu'on fait, c'est nous, on crée des espaces, on offre des ressources pour les femmes, on offre des formations, on fait des roadshow events dans plusieurs pays dans la région. Et en plus de ça, on a un groupe
en ligne sur Facebook où les femmes peuvent accéder pour être en contact avec d'autres femmes, avec des experts, découvrir des opportunités, aussi découvrir les formations qu'on fait dans chaque pays, comme ça ils peuvent participer. Et parfois, il y a des projets où ils doivent faire soumettre une candidature. Il y a d'autres events, par exemple, ils doivent seulement s'enregistrer et faire partie des activités qu'on fait. Le deuxième rôle, ce qu'on fait, c'est tout ce qui est le contenu média. Parce qu'il y a des femmes qu'on ne peut pas toucher forcément, qui se trouvent dans des endroits très marginalisés, très difficiles à toucher. Donc nous, on offre ce contenu-là sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes des réseaux, afin d'accéder à la formation, accéder à des ressources, mais aussi accéder à tout ce qui concerne la sensibilisation. Le troisième point, ce qu'on fait nous, c'est l'advocacy lobbying. Ça veut dire que ces femmes-là, elles partagent avec nous leurs recommandations, leurs problèmes, leurs défis. Et nous, on propose des solutions, des stratégies du genre et des recommandations politiques à des gouvernements et des organisations internationales. Donc, chaque année, on fait des questionnaires et des surveys et des études pour comprendre les problèmes que ces femmes-là ils ont. Comme ça, on trouve une solution. Et nous, on s'adapte toujours avec la situation. Aujourd'hui, avec le Covid, par exemple, nous, les 3 mois de confinement, on les a utilisés pour vraiment comprendre l'impact de cette crise-là et on l'a comparé avec des crises précédentes. Et là, grâce à cette étude-là qu'on a fait avec mon équipe, on a compris que maintenant, il faut des solutions plutôt en ligne. C'était une évidence, je pense, pour tout le monde. Et donc là, on a créé un accélérateur qui s'appelle Generation W Program, qui est un accélérateur de 6 mois en ligne, avec 100 activités, avec plus que 40 partenaires. Où ces femmes-là, ils ont accès à des ressources, à des informations, à des experts. Et c'est une expérience qui va les aider à acquérir des nouvelles compétences pour s'adapter aux besoins du marché de demain et d'aujourd'hui. Parce qu'on parle, le marché du travail a changé pendant les 3 mois. Il y a des jobs qui vont disparaître, ça c'est sûr. Et à cause de la révolution digitale, il y aura plus de jobs qui vont disparaître et les femmes seront la première victime de ces crises-là qui vont venir. Et surtout que les femmes, elles sont exclues dans tout ce qui est STEAM, tout ce qui est science, tout ce qui est technologie, ils sont exclus partout dans le monde. Et le deuxième projet qu'on prépare maintenant, qui va se lancer au mois de septembre, c'est la première espace en ligne. C'est une plateforme en ligne dédiée pour les femmes dans le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. La première plateforme de ce genre où il y aura un accès à l'information, aux ressources, à des opportunités, à des fonds. Et on va le lancer au mois de septembre. Voilà, donc on essaie tout le temps de s'adapter au changement. Et vraiment, on espère qu'avec cette crise-là, ça sera vraiment une opportunité pour les leaders de vraiment questionner la place de la femme dans l'économie, parce que la région, on a plus que 50% des femmes, ils sont exclus dans le marché du travail et c'est un talent qu'on perd et c'est à cause de ça on aura plus de discrimination sociale et économique. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les émissions sur nos chaînes Facebook, Vimeo et YouTube et nous suivre sur notre compte Twitter @AfricaShows. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et enfin, n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous retrouve avec Business Africa. Bonne semaine à tous!